Well, a warm welcome on my behalf, on my panelists' Bienvenue. behalf, to this Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à cette session sur le facteur Chine. Je remercie le Forum de Paris sur la paix pour cette session spécifique sur la Chine. Nous avons évidemment parlé de la Chine dans différentes sessions. Par exemple, la discussion de Bridgetown à Accra, où ce matin, entre trois ministres européens, il y a eu une discussion sur la Chine. Donc, je suis ravie que nous puissions nous concentrer sur la Chine à présent. Je suis Marcus Hermanchen. Je suis un conseiller pour un média chinois et j'ai le plaisir de modérer la discussion aujourd'hui. Nous sommes diffusés en direct en anglais, donc je souhaite accueillir toutes les personnes qui nous rejoignent en ligne. J'espère que nous pourrons répondre à des questions du public pour que vous puissiez participer à la conversation. Un petit peu de contexte. Il y a beaucoup de facteurs dont nous avons entendu parler. Je vais laisser les panélistes en parler, mais une information. Très tôt ce matin, vous avez probablement vu que le président Donald Trump et le président Xi Jinping se sont rencontrés. Et le président Donald Trump s'est adressé aux journalistes durant son vol. Je vais commencer à ma droite avec le président du Forum de Paris sur la paix, Angel Gurría, qui a été secrétaire général de l'OCDE et ministre des Finances du Mexique. À sa droite, Maha Assis, professeure en risques mondiaux à l'Université de New York, également coprésidente en politique d'IA au Digital Economist. Bienvenue à vous. Encore à droite, nous avons Sergei Radchenko, professeur émérite Wilson E. Schmidt à l'école SAIS à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis. Et enfin, Yuan Jiakai, qui nous vient de Hong Kong, directeur exécutif du Centre financier pour la coopération Sud-Sud. Un centre avec un large réseau mondial et une relation de longue date avec le Forum de Paris sur la paix. Je vais d'abord demander aux panélistes de parler du contexte avant de nous concentrer spécifiquement sur la Chine. Je pense que c'est une bonne façon d'ancrer notre analyse. Et je vais commencer avec le président Gurría. Comment caractérisez-vous les relations internationales changeantes aujourd'hui? Est-ce que nous avons des conditions multipolaires? Comment les coalitions évoluent-elles? Le système international se transforme de manière très profonde. C'est la plus grande transformation depuis la fin de la guerre froide. La période unipolaire a été dominée par les États-Unis, puis par une alliance des pays de l'Occident et des valeurs de l'Occident également. Mais actuellement, le pouvoir est fragmenté entre les États-Unis, évidemment, qui continue à être une puissance dirigeante, mais également la Chine, l'Inde, l'Union européenne, il y a également des acteurs régionaux qui émergent. Auparavant, les Nations Unies
le Fonds monétaire international dominait en quelque sorte les relations, et l'OCDE également, que j'ai dirigé pendant 15 ans. Ces organisations dictaient la conduite à suivre. Mais aujourd'hui, il y a un plus grand équilibre. Il y a les BRICS. Voilà un exemple concret. Le dollar américain représentait 75 ou 80% des accords commerciaux à travers le monde. Maintenant, le dollar américain représente 60 voire 50% de la totalité de ces accords. Donc, encore une fois, plus d'équilibre à ce niveau-là. L'Union africaine, ainsi que le Mexique et le MICTA, donc le Mexique, l'Indonésie, la Corée, la Turquie et l'Australie. Cette propagation du pouvoir est bonne. Mais cela rend la situation plus complexe, notamment pour trouver un consensus. Les défis mondiaux, comme le changement climatique. Je crois qu'il nous a pris 4 ans pour parvenir à un accord pour le traité sur la santé, qui a récemment été terminé, mais qui n'a aucune clause opérationnelle. Donc nous devons toujours travailler sur ce traité, un traité vraiment très difficile à élaborer. D'autres défis mondiaux, la technologie, l'égalité, tout cela nécessite des partenariats, de la coopération. Mais la situation est encore une fois de plus en plus complexe. Quel est notre objectif ? Ce n'est pas de résister à la multipolarité. Cependant, comment en tirer profit ? Comment façonner la multipolarité ? Et comment nous assurer que la multipolarité évolue dans le bon sens pour atteindre un ordre ouvert, coopératif, qui renforce l'ordre mondial préétabli, qui renforce la gouvernance, qui nous permet de ne pas être fragmenté. Merci, Président Gurria. Nous ne sommes pas dans un monde multipolaire, mais nous sommes en chemin vers cette multipolarité. Passons à la perspective chinoise. Je voudrais demander à Yoon Jae-kai, le Parti communiste chinois est à l'aube de son 15e plan sur 5 ans, 2026-2030. À quel point la Chine est absorbée par les défis, les priorités internes, et à quel point la Chine se tourne vers les questions de politique étrangère. Merci beaucoup. Pour nous, en Chine, nous sommes constants. C'est pour cela que nous avons des plans sur 5 ans et nous passons au 15e plan sur 5 ans. Par rapport aux défis auxquels la Chine doit faire face, surproduction, consommation domestique trop faible, des changements démographiques également. Notre population vieillit très rapidement. Et pour tous ces défis, la Chine passera plusieurs années sûrement à trouver des solutions à ces défis. Les choses évoluent extrêmement rapidement.
Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons eu une réunion positive entre le président Xi Jinping et le président Donald Trump. Et je me suis penchée sur les marchés boursiers. Et les marchés boursiers ne reflètent pas l'aspect positif de cette réunion, les marchés mondiaux. Les marchés restent prudents, car un accord aujourd'hui peut changer le lendemain. Si je me souviens bien, la réunion d'aujourd'hui était la première réunion en 6 ans entre le président Xi Jinping et le président Donald Trump. La Chine a appris à être patiente au lieu d'être toujours en situation de réaction à tout ce qui se passe à travers le monde. Les objectifs de la Chine peuvent être atteints d'une meilleure façon en se concentrant sur elle-même. Merci beaucoup, Jai Kai. Donc, vous avez parlé du fait que la Chine se concentre sur sa politique interne. Passons maintenant à Maha. Revenons à un contexte plus global. Comment voyez-vous ces nouvelles coalitions? Bien sûr, je vais un petit peu répéter ce qui a été dit précédemment, mais ce qui est sûr, c'est que l'hégémonie américaine est en chute. À l'université de New York et avec d'autres chercheurs, nous essayons de développer un indice par rapport à l'hégémonie américaine dans un monde post-guerre froide. De nombreuses choses sont à prendre en compte. Le 11 septembre, les différents mandats de Donald Trump. Nous devons reconnaître la multipolarité. Et avant la pandémie de Covid, on avait une vision très binaire du monde, États-Unis versus Chine. Maintenant, après la crise du Covid, cette vision est trop simpliste. Cette vision bipolaire ou même multipolaire. Maintenant, on a une vision plus polycentrique, une vision régionale, avec des acteurs étatiques et non étatiques qui stimulent le changement. Je sais que la crise du Covid est maintenant derrière nous, mais pendant la première année de la crise du Covid, de nombreuses personnes se sentaient démotivées, avaient des plaintes par rapport au gouvernement, à comment la crise était gérée. Nous l'avons vu en Ukraine, les grands patrons de la tech deviennent des diplomates. Nous l'avons vu avec Elon Musk, évidemment. Et il a été de même avec Microsoft, qui a géré la transition de stockage de données pour l'Ukraine. Il y a la diplomatie IA également. Au-delà des États-Unis et de la Chine, il y a les Émirats arabes unis qui utilisent la diplomatie IA en devenant un hub pour l'IA. Donc il ne s'agit pas seulement des États-Unis et de la Chine, il y a d'autres acteurs du changement dans le monde. Cela permettrait à d'autres acteurs d'émerger. Je pense que c'est très positif. Merci. Merci, Ma. Donc, si je comprends bien, le polycentrisme est une façon de voir le monde avec plus d'acteurs au-delà de la multipolarité. Et je pense que la transition vers la multipolarité est presque trop rapide. Et c'est pour cela que nous avons besoin vraiment d'analyser la situation actuelle. Merci beaucoup. Passons maintenant à Sergueï. Profitons de votre expertise, plus spécifiquement sur la guerre froide que vous avez étudiée pendant longtemps. Comment caractérisez-vous le contexte des relations internationales aujourd'hui? Quelles sont les différences avec la guerre froide? Et est-ce que vous avez
des analyses liées à la guerre froide qui peuvent nous aider à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Merci. Alors, je suis content que vous m'ayez gardé, moi, l'historien, pour la fin du tour de table. Souvent, on demande aux historiens et aux scientifiques si aujourd'hui nous vivons une nouvelle guerre froide. Les personnes qui disent que la situation est différente d'une guerre froide disent qu'il y a une plus grande dépendance entre les différentes parties du monde. Il y a plus de communication entre les différentes parties du monde. Et ça, c'est différent de la guerre froide. Ils disent également que l'idée de menace idéologique de la Chine est différente de la menace soviétique à l'époque de la guerre froide. Et d'autres personnes disent nous vivons dans un nouveau monde, nous ne devrions pas utiliser des idées du passé comme l'idée de la guerre froide pour le comprendre. Cependant, il y a des aspects similaires, une certaine continuité. Aujourd'hui, nous avons une concurrence ardue entre la Chine et les États-Unis, une concurrence économique, technologique, militaire. Et cela ressemble fortement à la guerre froide. Un conflit direct entre ces deux pouvoirs n'est pas possible à cause des armes nucléaires, à cause des nouvelles technologies. Et donc, il y a un recours aux guerres par proxy, encore une fois similaire à la guerre froide. Donc, il y a des aspects similaires, des aspects différents. Les États-Unis et la Chine, si jamais ces deux pays entrent dans une concurrence stratégique, alors la situation sera... Et ces deux pays le font déjà. Et donc, pour moi, la situation est similaire à la guerre froide. Comment gérer cette situation ? Et le mot qui me vient à l'esprit est l'idée de contenir le défi, le conflit. Pour certaines problématiques, la situation peut être gagnante-gagnante. Par exemple, pour le changement climatique, les États-Unis et la Chine, si ces deux pays étaient d'accord, cela serait merveilleux. Pareil pour le désarmement, pareil pour une potentielle future pandémie. Mais cela est très peu probable, car la concurrence stratégique signifie qu'une coopération gagnant-gagnante est très peu probable. C'est comme cette devise chinoise, on ne peut pas avoir deux tigres qui vivent sur la même montagne. Il y a de nombreuses expressions chinoises qui veulent dire la même chose. Et donc il est très difficile d'émerger dans ce monde pacifique, merveilleux que nous souhaitons. Mais il y a différentes façons de contenir, encadrer le conflit. Il y a eu la crise des missiles de Cuba pendant la guerre froide et j'espère qu'un moment comme cela n'aura pas lieu entre les États-Unis et la Chine. Il y a d'autres exemples, la période de la détente. Par exemple, pendant la guerre froide, les deux pays ont coopéré tout en poursuivant leurs propres intérêts. Je suis un réaliste, c'est pour cela que j'étudie à Johns Hopkins. Je pense qu'il est très utile d'être réaliste quant à notre avenir. Alors gardez le micro proche, car je vais vous poser une autre question. Nous avons parlé de multipolarité, de polycentrisme. Le point de vue chinois également de se concentrer sur la politique interne. Quelle étiquette convient pour vous? Cela dépend. Si vous faites partie du
du Sud global, pour vous, la diffusion du pouvoir, la fragmentation du pouvoir sera bénéfique. Et que le pouvoir n'est plus binaire comme lors de la guerre froide. Et si vous venez du Sud global, cela peut être une bonne chose. Mais du point de vue de la Chine, le monde est plus sino-américain et le reste du monde doit leur obéir. Je pense que c'est comme ça que la Chine perçoit le monde. Les États-Unis, bon, je pense que vous connaissez leur point de vue. Le 21e siècle est le siècle des États-Unis et de la Chine. C'est comme ça. Pour les autres, bonne chance, il va falloir s'adapter. Merci de ces explications. Alors, on va faire un deuxième tour et on va voir la Chine dans le contexte dont nous venons de discuter. D'abord, pour Président Gouria, concerne la Chine. Alors, où est-ce que vous voyez la montée en puissance de la Chine? Quelles sont ses ambitions? Que veut la Chine? Qu'est-ce qu'on peut donner? Comment est-ce que le monde va y réagir? Bon, la montée en puissance de la Chine remanie l'ordre mondial. C'est la réalité. Le fait que le président Xi et le président Trump aient signé un document, bon, on ne sait pas ce que c'est. Ça s'est passé aujourd'hui en Corée, heure de Corée. Mais ils ont signé un accord qui reporte pour une période de 12 mois l'interdiction sur les échanges de terres rares pour 12 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans 6 mois, on va penser à proroger ou à ne pas proroger l'accord. Bon, ça sera un problème. Mais c'est un début et c'est bon. Parce qu'on a évité d'autres événements ou d'autres répercussions, dont le fait que les États-Unis étaient prêts à monter encore plus les droits de douane appliqués à tous les autres produits. Alors, on a commencé par une transformation économique et maintenant, on a un projet stratégique beaucoup plus large de nature économique et technologique et certes géopolitique. Bien sûr, nous acceptons que la Chine rentre dans la catégorie des multipolaires. Mais lorsqu'on parle de ce qui est multipolaire, on voit des questions de puissance, de multiples puissances. La Chine affiche sa force, affiche sa multipuissance et son aspect multipolaire a des répercussions que nous voyons d'ores et déjà. Que certains n'apprécient pas l'expression de cette multipolarité, bon, c'est comme ça. Belt and Road, par exemple, la ceinture et la route de la Chine. On a vu vraiment des impacts importants en Afrique, en Asie, ailleurs. Mais cela fait une dizaine d'années que nous avons ce projet Belt and Road. Mais nous avons maintenant des dettes de l'ordre de 150 milliards. Ce sont les pays en développement qui doivent ce montant à la Chine.
parfois, c'est la Chine qui est propriétaire des infrastructures ou des installations dans le pays concerné parce que le pays en question n'avait pas le financement nécessaire. Belt and Road verboten. But the problem is, alors, pour les nouvelles routes de la soie, on dit que c'est ça, ces infrastructures qui appartiennent à la Chine. Mais comment y réagir? La dette, c'est une bombe prête à exploser, mais on pourrait s'en servir pour faire fuir les voleurs chez vous, ou vous pourrez vous en servir pour vous suicider. La question est de savoir comment mieux exploiter cette situation. Without too many expectations. Il ne faudrait pas être trop optimiste, mais le monde devrait accueillir de manière positive le riz produit en Chine. Il est inévitable que la Chine ait de plus en plus de puissance. Mais la question n'est pas de savoir si la Chine sera chef de file, mais comment est-ce que la Chine va mener les autres pays? Comment est-ce que la Chine exercera son pouvoir? Comment est-ce qu'elle exercera des pressions? Agreed that we're in a kind of transition, not necessarily. Nous reconnaissons que la situation actuelle est une transition. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre destination. One of two, because the other one is. Mais comment faire face à cette situation où vous avez deux puissances, parce que, comme nous l'a dit M. Radchenko, vous avez les États-Unis comme la deuxième puissance, et vous avez un de ces deux pays qui a déjà affiché sa force, exercé des pressions, et l'autre essaie de le faire. Mais le premier pays essaie d'éviter les pressions du deuxième pays. Voilà l'origine de ces tensions et des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Oui, que dire de ces tensions? Multipolarity becomes a source of collaboration. Est-ce que la multipolarité pourrait être une source de collaboration ou, au pire, se transformerait-elle en rivalité pour trouver la puissance la plus forte? Merci, Monsieur le Président Gurría. Je voudrais juste reprendre cette question de la dette. La dette peut exprimer des investissements très intelligents. La dette est une agence dont on se sert. Et hier, avec César Amorim, notre collègue brésilien, nous a dit que le multilatéralisme efficace, sous-jacent aux structures de pouvoir, constitue une forme de multipolarité. Ce serait intéressant de citer cette idée par rapport à votre observation. Mais nous avons des dettes vers la Chine de 150 milliards. Pour certains qui cherchent à renégocier ou à redistribuer nos dettes, nous avions l'habitude de passer par le Club de Paris. Et le Club de Paris était composé des agences d'importation et d'exportation de tous les pays développés du monde.
Mais aujourd'hui, sans la Chine, vous ne pouvez pas avoir recours au Club de Paris. Ça serait insensé parce que vous omettriez des milliards, peut-être des centaines de milliards de dettes qui ne seraient pas intégrées dans ces calculs d'endettement. À titre d'exemple, pour vous montrer, c'est juste un exemple pour vous montrer l'évolution du monde. Bon, on va reprendre la discussion avec Jacky. La Chine propose plusieurs initiatives mondiales pour la gouvernance, la sécurité, le développement, la civilisation, etc. Mais comment est-ce que la Chine poursuit cette influence en gouvernance mondiale en créant ses propres coalitions? Comment est-ce que vous voyez la situation? Thank you. First of all, I want to go back to no two tigers in one mountain. D'abord, je voudrais revenir à ce maxime qui nous dit qu'on ne peut pas voir deux tigres sur la même montagne. Je crois qu'on voit qu'il y a la deuxième économie au monde, peu importe ce qu'on exprime, on ne peut pas faire abstraction de vous. Hein, vous êtes là. Ça, c'est le premier défi. Il faut faire face. Et deuxième défi, c'est la croissance économique constitue la base de notre relation bilatérale avec les États-Unis. Mais maintenant, le monde évolue et je crois que la Chine apprend à se faire plus d'amis. C'est ainsi que je vois la situation de mon point de vue chinois. Pour moi, ce sont les principes de base. Alors, pour la gouvernance mondiale, puisque je suis de la société civile, je voudrais présenter le point de vue de la société civile en Chine et également à l'étranger. Alors, en 2008, c'était le début où la Chine autorisait la création de fondations. Normalement, on considérait que c'était la date qui marquait le début de la création de la société civile en Chine. Et maintenant, il y a environ 10 000 fondations en Chine. Je dirais d'abord que beaucoup de cette activité en Chine est très régionale. Si vous avez une société dans une province, le financement n'est consacré qu'à la province en question, ce qui en dit long sur la mentalité traditionnelle des Chinois. Historiquement, nous sommes un pays tourné vers l'intérieur. Nous ne visons pas l'extérieur. Mais depuis quelques années, on voit des évolutions, sans doute parce qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui s'établissent à l'étranger. Et un autre exemple que je voudrais vous citer aujourd'hui, c'est que nous collaborons avec une des entreprises d'engins de machinerie de construction et 50% des recettes viennent de l'étranger. Il y a 2000 salariés en Indonésie de cette entreprise chinoise. Alors, lorsque ces entreprises chinoises génèrent des recettes importantes à l'extérieur du pays, ces entreprises font forcément partie de la communauté mondiale et on voit le rapport après avec le lien avec les communautés locales. Alors, nous collaborons avec cette entreprise chinoise et également nous avons des liens pour ce travail avec l'OCDE et nous envisageons la possibilité de faire en sorte que l'entreprise aborde le problème du chômage des jeunes en Afrique par la formation professionnelle. À mon avis, c'est la première vague des entreprises privées chinoises qui rentre dans le discours au sujet de la gouvernance mondiale pour la première fois. Alors, on a parlé des nouvelles routes de la soie. Ça, ce sont des actions publiques. Mais lorsque vous avez d'autres parties prenantes qui participent à cette conversation autour de la gouvernance mondiale, je crois qu'on a une situation beaucoup plus équilibrée. Merci beaucoup d'avoir présenté un autre exemple de l'engagement de la Chine et de l'expansion. Maintenant, Maha, nous avons parlé du polycentrisme.
Est-ce qu'on peut prendre ce concept pour voir les interactions entre les pays, les régions ou les petites régions? Est-ce que vous pourriez l'appliquer à la politique en matière d'IA que vous connaissez bien? Bien sûr, on sait qu'on cherche dans tous les pays à renforcer les capacités en IA et dans la précipitation de cette course, on peut développer des dépendances en matière d'infrastructure d'IA. Et ça serait une dépendance à l'égard de la Chine. Vous connaissez la situation avec les nouvelles routes de la soie depuis de nombreuses années. Et si l'aide publique au développement traditionnel se tarit, on voit une nouvelle dépendance dans le domaine de l'IA. Dans notre travail à l'Université de New York, nous suivons l'IA sous forme d'aide en matière d'infrastructure et c'est la Chine qui est numéro 1, notamment pour les installations dures et pour le développement de réseaux, mais on crée des risques de dépendance. L'IA qu'on transmet, ce sont des écosystèmes à un seul revendeur. Les pays ont peu de maîtrise des modèles. Il est inquiétant de voir les possibilités de créer plus de dépendance d'aide et surtout dans le domaine de l'IA. Merci. Nous passons maintenant à Sergei. Quel est le rôle de la relation sino-russe? C'est votre deuxième sujet de recherche dans l'ordre mondial qui évolue aujourd'hui. Comment est-ce que les pays émergents et en développement devraient voir la Chine? Bon, voilà une question difficile. Je dirais que la Chine et la Russie semblent partager une vision de l'ordre mondial. Je dirais qu'on voudrait que les États-Unis tombe de son poste de supériorité, mais je crois qu'il y a peu de possibilités. Certes, la Chine et la Russie voudraient un ordre mondial où leurs régimes sont sécurisés, mais là où la Russie aime bien exporter son modèle de kleptocratie, la Chine ne le fait pas. Il n'y a pas d'exportation du modèle de gouvernance chinois. C'est juste un exemple où on ne trouve pas la même chose en Chine et en Russie. Mais la Chine peut voir le monde comme un monde sino-russe où on veut avoir plus d'influence, mais la Russie voudrait voir un monde multipolaire dont elle voudrait être un des pôles. Mais la Russie a toujours plus d'ambition que de moyens. Alors lorsque vous avez cette lutte entre les tigres, bon, la Russie est un chat et la Chine le sait, c'est un problème. Mais la Chine et la Russie ont des économies complémentaires. C'est là où vous voyez de vraies coopérations et cela ne va pas disparaître. Il n'y a pas de vraie rivalité économique. Et je crois qu'elles ont appris grâce à leur histoire difficile parce que dans le passé, il y avait une guerre transfrontalière. C'était la Russie qui envisageait de frapper la Chine si on remonte à 1969. Alors, ils ont appris à vivre ensemble en tant que voisins. Ils se sont accommodés, ils ont reconnu leurs intérêts réciproques parce que si vous avez une rupture, les États-Unis vont en profiter. Les Américains voudraient vraiment les séparer. Alors, si vous allez aux États-Unis, chaque chauffeur de taxi est un Kissinger qui voudrait soutenir la Russie et la Chine. Mais bon, je crois que les Américains savent que ce rapport positif, cette relation positive entre la Chine et la Russie n'est pas au bénéfice des Américains. Mais la Chine fait une chose très, très bien, c'est qu'elle s'occupe très bien de ses propres intérêts, beaucoup mieux que d'autres pays. Mais de manière assez modeste, on voit la relation entre un tigre et un chat, mais bon, on peut avoir les deals qui sont très difficiles à négocier, mais normalement la Chine cède un peu à la Russie pour que la Russie puisse sauver la face, pour citer une expression bio-chinoise. Merci de cette analyse, Sergei. Alors, il faudrait qu'on laisse le temps pour une ou deux questions, là. Je crois qu'on peut les prendre ensemble. Et est-ce que vous pourriez dire à qui vous posez la question?
Je suis Don Crossan à l'International Crisis Group. J'ai une question d'ordre général. Nous avons vu la Chine ici en tant que puissance technologique et économique. Et lorsque vous opposez la Chine et les États-Unis, on voit que les États-Unis ne revendiquent pas uniquement les privilèges d'une superpuissance, mais ont également assumé la responsabilité d'une superpuissance. Ma question donc est jusqu'à quel point est-ce que la Chine va assumer les responsabilités d'être une superpuissance, non seulement pour la technologie et l'économie, mais également pour la paix et la sécurité, et cela au-delà de son voisinage géographique. Merci. On va prendre la deuxième question. Hi, the question is for Mr. Rodchenko. La question s'adresse à M. Rodchenko. Vous avez dit que la Chine ne voulait pas exporter son modèle de gouvernance. Pensez-vous qu'on néglige ce détail dans les analyses où on compare la situation d'aujourd'hui à celle de la guerre froide? Et si on néglige ce point important, à savoir que ce n'est pas la même situation, quel est l'impact sur les décideurs politiques et leur interprétation de la situation? Alors, voudrez-vous répondre à la deuxième question? Mais je voudrais répondre à la première aussi. Bon, très rapidement. Oui, je sais qu'on néglige souvent cet aspect, mais moi, je ne l'ai pas négligé dans mes commentaires. Lorsqu'on se penche sur l'histoire et on tire les leçons de l'histoire, on a tendance parfois à importer des idées, des analogies qui ne marchent pas. L'histoire est très complexe. Et si vous voulez justifier vos actions aujourd'hui en vous référant à des faits historiques, vous pouvez le faire pour n'importe quelle action, que ce soit l'action d'apaisement, la confrontation ou l'ambition de contenir des conflits. Vous pouvez trouver toutes sortes de prétextes. Mais j'ai signalé les similitudes entre la situation d'aujourd'hui et la guerre froide. Et je crois que pour la première question, on disait que la Chine est un grand pays, une superpuissance. Et comment est-ce qu'elle assume ses responsabilités et quelles sont les dimensions des efforts de la Chine qui souhaite contribuer au bien à l'échelle mondiale? Bon, tout le monde, très rapidement. C'est une question de la responsabilité de cette situation d'être une grande puissance. Et à mon avis, cela dépend du poste, de la position que l'on assume. Et on s'y habitue, on se forme. Et parfois, il y a des imprévus. Et tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où presque tous les pays en développement du monde entier vous doivent 150 milliards. Où vous êtes le premier partenaire commercial de 120 pays, dont tous les pays d'Amérique du Sud. Il y a des conséquences. Et vous êtes obligé d'adopter une position d'importance et d'avoir le comportement adapté à cette importance et à cette responsabilité. Je crois que la responsabilité évolue. Au début, les États-Unis n'étaient pas responsables de tout ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont plus responsables, même avec M. Trump, je dois le reconnaître. Les États-Unis sont beaucoup plus importants. Ils sont conscients des conséquences de leurs actions. Et si l'on pense que la modération ou la retenue soit
des caractéristiques importantes. Je dirais que c'est parce que les États-Unis se comportent dans un rôle important. Bon, ma dernière question aurait été où est-ce que vous auriez voulu que la Chine affiche son engagement? C'est vraiment la question clé, l'engagement. Où est-ce que vous voulez que la Chine s'engage? Moi, je souhaite que la Chine poursuive son engagement auprès des États-Unis, que les instruments d'engagement soient perfectionnés et que la Chine soit responsable de ses actions et que les deux pays se penchent sur les éléments de leur accord, parce qu'on a l'impression là aujourd'hui que la Chine joue un rôle plus passif. On sait que ce n'est pas le cas, mais on a l'impression que les États-Unis jouent un rôle plus actif et proposent l'accord. Je voudrais revenir à la question précédente. Je crois que la Chine est une puissance technologique et économique, mais il faut reconnaître le fait que la Chine a financé des écoles de leadership en Afrique afin d'avoir une instruction qui présente l'idéologie de la Chine. Et les États-Unis le faisaient dans le passé, du moins avant le président Trump, avec la promotion de la démocratie. Deuxièmement, je dirais que la Chine semble vouloir jouer un rôle pacificateur. Il y a un accord de paix, il y avait une série de recommandations pour l'Ukraine et c'est une démarche importante. Quant à la question clé de l'implication de la Chine, moi, je m'inquiète beaucoup de la question de l'IA et de l'emploi. Et je sais qu'on a annoncé de plus en plus de licenciements des entreprises américaines et on n'a pas parlé des répercussions psychologiques. Et je crois qu'il y aura vraiment des effets négatifs dans beaucoup de pays. Et j'aimerais voir un accord mondial qui engage le milieu de l'IA et notamment un pays tel que la Chine, parce que sinon nous aurons vraiment un problème d'ordre social avec le chômage au cours des années à venir. Sergei, je crois que la Chine est un tigre qui se comporte comme un chat et je crois que c'est très clair lorsqu'on voit la situation en Ukraine. Si on veut que la Chine, ou si la Chine veut être respectée comme superpuissance, il faut qu'elle joue un rôle beaucoup plus actif pour la guerre en Ukraine. Ce n'est pas suffisant, vraiment pas suffisant. Alors, le mot-clé pour la Chine, c'est l'Ukraine. Bon, d'abord, je crois que si la Chine est la deuxième économie mondiale, selon nos normes, nous sommes toujours un pays en développement. Et si vous divisez notre PIB par la population, il y a toujours des choses à améliorer, à faire. Ensuite, j'espère que le public ici voit que lorsque vous avez le PIB en baisse depuis 4 ou 5 ans, ce n'est pas facile. Alors, je crois que cette évolution est une source de tension et mine un peu le pays. Mais même avec les défis auxquels la Chine est confrontée et les relations avec les États-Unis, je crois que la Chine devrait jouer un rôle plus actif dans ces conversations au sujet de la gouvernance mondiale. Comme le président l'a dit, la puissance, le pouvoir, ça vient avec la responsabilité. Je crois que la Chine pourrait jouer un rôle actif dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il faut que les échanges restent ouverts parce que le monde devient de plus en plus difficile. Nous ne voulons pas que vivre dans un monde où les jeunes ne se parlent pas entre eux. Merci beaucoup, Chiake. Alors, nous arrivons à la fin de la session. Merci au forum et merci à nos intervenants.